Bienvenue dans I Feel Good, le podcast qui prend soin de ma santé. Je suis Sonia du site Sensas Lifestyle. Vous pouvez retrouver nos différents podcasts directement sur notre site web sensas-lifestyle.com ou sur vos différentes plateformes habituelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'activité physique avec le docteur Olivier Coste. Bonjour Olivier Coste. Bonjour Sonia. Alors, vous êtes médecin du sport et docteur d'université en biologie de la santé. De quoi s'agit-il exactement ? Voilà, c'était ma thèse de sciences, donc c'était dans un domaine un petit peu à part de ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'était plutôt sur le sport de haut niveau et les effets délétères éventuels sur le métabolisme osseux, énergétique et autres. Voilà. Vous êtes également co-auteur de 2 ouvrages sur l'activité physique, c'est ça ? Oui, c'était une première et une deuxième édition, et une troisième édition à venir chez l'éditeur Masson, qui est vraiment un éditeur qui publie des bouquins pour les médecins et les paramédicaux, et celui-ci se nomme Prescription des activités physiques en prévention et en thérapeutique. D'accord, très bien. Alors, docteur Coste, on sait aujourd'hui que pratiquer une activité physique est finalement essentiel au maintien de notre santé. L'OMS a d'ailleurs lancé en 2018 un plan d'action mondial pour promouvoir l'activité physique sur la période 2018-2030. Donc il y a vraiment une réelle prise de conscience à ce sujet, n'est-ce pas ? Oui, outre l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'OMS, en France également, les pouvoirs publics sont emparés de ce dossier-là il y a une quinzaine d'années. C'est pas si vieux que ça, dans l'échelle de notre histoire. Dans d'autres pays comme les Anglo-Saxons, les Canadiens entre autres, c'est un peu plus ancien. Mais il y a vraiment une vraie politique publique aujourd'hui, un petit peu dans tous les pays que l'on connaît, sur ce sujet-là, et qui intéresse tout le monde, même les pays d'Afrique d'ailleurs, puisqu'on parle d'obésité, de surcharge pondérale. Mais de manière tout à fait surprenante, ça existe aussi dans les grandes villes d'Afrique noire, entre autres. Donc ça intéresse tous les pays du monde. Et oui, on s'imagine pas, pourtant, que même en Afrique, en fait, ils ont des... Ah oui, à Dakar, par exemple, au Sénégal, il y a des études qui ont montré qu'ils ont une alimentation assez proche de la nôtre, très différente de l'arrière-pays, si on peut dire ça comme ça, du milieu rural, où on a des ethnies qui bien sûr, n'ont pas une profusion alimentaire, mais notre mode de vie, on le retrouve partout, malheureusement. Ah, il s'est exporté. Il s'est exporté, c'est comme le virus, assez rapidement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser pour quelles raisons il est essentiel finalement de bouger pour notre santé et les effets finalement délétères de la sédentarité sur notre organisme ? Le mot bouger, c'est vraiment le mot que j'aime bien, même plus qu'activité physique ou le mouvement est pas mal, mais bouger, je pense que chacun, c'est vraiment le mot commun. Je pense qu'on met tous la même chose derrière le mot bouger, et il est vraiment essentiel parce que je parlais d'histoire tout à l'heure, on pourrait même faire de la préhistoire et encore plus. On a été programmé en termes de métabolisme, de dépenses énergétiques et autres, pour bouger. On parle des chasseurs-cueilleurs, il y a quelques ethnies encore qui existent, comme les Hadza en Tanzanie, où il y a des études qui ont été faites. En fait, on est programmé métaboliquement pour bouger assez peu, avec une faible dépense énergétique, mais toute la journée. Et si on regarde les Hadza, ils n'ont pas de fauteuil ou de canapé pour s'asseoir, donc ils sont tout le temps debout, ils chassent, donc ils sont pas pressés, ils peuvent mettre 8 heures, 10 heures dans la journée pour aller trouver un gibier. Le gibier, lui, il fonctionne différemment, il va sprinter, s'arrêter, sprinter, et puis au bout d'un moment, il commence à être fatigué, et les Hadza arrivent pour le tuer. Et donc ça fonctionne comme ça. Donc en fait, c'est des personnes qui sont pas sédentaires. La sédentarité, c'est être assis trop longtemps avec une faible dépense énergétique, ce qui n'est pas leur cas. Ils sont debout, ils marchent ou ils ne marchent pas. Et l'activité physique, c'est vraiment le fait de bouger, de dépenser un peu plus en termes de dépenses énergétiques. Et là, en fait, il faut bien comprendre que cette programmation, elle est faite ainsi. Pour quelles raisons, j'en sais rien, mais c'est ainsi. Tout à fait adapté à l'environnement d'ailleurs, à l'époque, d'aller chasser et de cueillir. Et ensuite, la déprogrammation s'est faite assez vite, je dirais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est très accéléré, avec l'industrialisation entre autres. Et je fais toujours le parallèle avec le climat. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des climato-sceptiques, mais l'activité humaine quand même accélère fortement les variations climatiques, même si elles ont existé au cours de notre histoire, avec des périodes glaciaires, avec le réchauffement et autres. Il y a un réchauffement qui est vraiment d'origine humaine,
qui s'est fait très rapidement avec l'industrialisation. Donc c'est tout à fait parallèle. Si vous voulez, il y a une déprogrammation du climat, si on peut dire ça comme ça. Il y a une déprogrammation de notre propre environnement, notre propre climat, si on peut dire ça comme ça. Et on n'a pas eu le temps de s'adapter parce qu'il y a l'épigénétique, c'est-à-dire la génétique, l'épigénétique. On pourrait dire on va s'adapter. Et sur l'obésité, certains théoriciens disent si on ne fait rien en termes de politique publique, l'intervention, la nature, l'épigénétique, il faudra peut-être 100 ans, 150 ans pour qu'on puisse s'adapter de nous-mêmes. Parce que c'est long. Et oui. C'est long, ça se transmet de génération en génération, donc c'est assez long. Donc on est vraiment déprogrammé comme le climat, ça va assez vite. Et on se retrouve avec des comportements sédentaires qui sont énormes, et une activité physique qui est de moins en moins importante. On fait tout, l'électrique. Ouais. Même les trottinettes sont électriques aujourd'hui. Moi, quand je me fais doubler, je suis qu'avec une trottinette manuelle. Bon, en vélo, des fois, je peux aller plus vite qu'un vélo électrique, mais voilà, tout est électrique aussi. Alors, on va le lancer parce que c'est écolo, mais écolo peut-être, quoique, c'est pas si sûr que ça, avec les batteries, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de nous-mêmes, c'est peu écolo, puisqu'on dépense plus rien. Ça sert pas à notre santé, en tout cas. Ah, ça sert pas à notre santé. Il vaut mieux être sur une trottinette ou un vélo, même électrique. Alors, le vélo électrique, je suis critique, mais peut-être pas totalement. Arrivé à un certain âge, et peut-être que dans une vingtaine d'années, j'aurai besoin de passer à l'électrique. Des fois, je double des groupes de personnes de 75, 80 ans, et c'est beau, qui vont monter d'école aussi, et qui ont besoin de l'aide électrique, parce que ce n'est qu'une aide. Oui. Ce n'est qu'une aide, on est obligé de pédaler. Donc, à ce niveau-là, ça a permis à des personnes de venir au vélo, VTT ou le vélo de route, et j'ai plein d'exemples comme ça autour de moi, rien qu'autour de moi. Et d'ailleurs, depuis la période du confinement, le vélo électrique a explosé. Et là, il faut 6 à 8 mois d'attente quand on l'achète neuf. Donc ça veut bien dire qu'il y a, il y a un intérêt. Mais bon, quoi qu'il en soit, on participe quand même à la déprogrammation de nous-mêmes. D'accord. C'est un peu dommage. Oui, c'est dommage. Et du coup, cette déprogrammation, justement, quels sont les effets finalement de ne pas bouger suffisamment sur notre santé? C'est assez documenté quand même aujourd'hui, non, au niveau scientifique, au niveau des études. Quels sont les effets? Ouais, c'est les études qui manquaient, mais aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, de toute façon, on est dans l'ère où il faut tout prouver scientifiquement. La médecine basée sur les preuves, et outre la médecine, les médecines complémentaires et alternatives dont fait partie l'activité physique. Et à mon avis, l'activité phare d'ailleurs des MCA, si on peut dire ça comme ça, des médecines complémentaires. Il y a pas mal de preuves aujourd'hui, elles peuvent être critiquables parce que l'activité physique, c'est pas un médicament, c'est un peu plus compliqué à étudier. Quoi qu'il en soit, je pense que en croisant toutes les données, on peut être rassuré à ce niveau-là de son intérêt bien supérieur parfois aux médicaments. Donc oui, les preuves, elles sont là autant pour la sédentarité que pour l'activité physique. C'est-à-dire que on peut être très actif et être sédentaire. Ça peut être souvent mon cas d'ailleurs, parce que ordinateur, même si je peux me mettre debout, je peux bouger de temps en temps. Et donc je peux être actif, mais ça va pas venir compenser les effets délétères de ma sédentarité. Donc c'est des facteurs totalement indépendants. Et on peut ne pas être sédentaire, ne pas être actif. Voilà, mais l'inactivité de ne pas être actif fait qu'on aura quand même des effets délétères pas compensés par notre non-sédentarité. Donc c'est un peu compliqué, j'appelle ça le couple infernal. C'est-à-dire, on fait la promotion de l'activité physique, on fait la moitié du travail. Si on ne joue pas sur diminuer les effets, diminuer les comportements sédentaires. D'ailleurs, je parlais du Canada, du moins les Québécois, les programmes de politique publique, depuis très très longtemps, associent les deux. En France, depuis quelques années, c'est le cas. C'est-à-dire, le titre, c'est augmenter l'activité physique, le fait de bouger, et en dehors de ça, c'est diminuer les comportements sédentaires. Et moi, j'aime bien le levez-vous et bougez. Parce que c'est chronologique. Levez-vous, on lutte contre la sédentarité, parce qu'on n'est plus assis, et on augmente un peu sa dépense énergétique, sinon on va tomber. Il faut une activité musculaire, et à côté, et après vous bougez. Et on joue sur l'activité physique. Levez-vous et bougez, c'est excellent. Et d'ailleurs, c'est bien sur le plan même chronologique, parce que je pense qu'on prend les choses à l'envers. Il faut mieux, en priorité, lutter contre les comportements sédentaires aujourd'hui, parce qu'ils sont très importants, entre autres chez les enfants, et dès le plus jeune âge, avec les écrans. Avec les écrans, pense, tout à de toute façon, on connaît tout ça dans notre entourage. Et puis après, on va mettre en activité physique. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est les comportements sédentaires, si on veut mettre un ordre de priorité.
Mais jouer sur les deux, Mhm. c'est indispensable. Je dis toujours, si vous ne faites que la promotion d'activité physique, vous faites la moitié du travail. Alors, c'est déjà bien, mais il faut faire les deux. Et quand on fait des séances d'activité physique adaptées à des personnes qui ont des maladies chroniques, par exemple, Mhm. il faut qu'il y ait un temps de discussion sur les comportements sédentaires, comment vous pouvez, et ça peut se faire simplement, mais on le verra certainement tout à l'heure. Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, donc sur ces, euh, sur ces impacts délétères finalement sur la santé, qu'est-ce qu'on retrouve en premier finalement, le fait de pas bouger, quelqu'un qui bouge pas, quelqu'un, qu'est-ce qui peut finalement lui arriver pour poser la question de manière très triviale. Oui, oui, alors, il y a des programmations, je dis, c'est sur le plan métabolique, donc on va avoir des maladies métaboliques. Mhm. C'est la surcharge pondérale, donc l'obésité, ça va être le diabète, entre autres, de type 2, Ok. qui est lié à résistance à l'insuline, mais ça peut aller assez vite. Le fait d'avoir des comportements sédentaires, les études ont montré, hein, Mhm. très très vite, il y a une étude, j'aime bien, dont je parle souvent en entreprise, et uniquement sur 24 heures avec deux groupes, et on voit que le taux de sucre dans le sang, la glycémie, la résistance à l'insuline est touché juste en 24 heures. Waouh, c'est énorme. C'est C'est énorme, énorme. c'est énorme. Ok. Ça veut dire qu'inversement, le groupe qui est beaucoup moins touché que l'autre, parce qu'il va se lever 5 minutes en position juste debout toutes les 30 minutes, suffit. Ça suffit en fait Ça suffit. à modifier le métabolisme. Ouais, C'est ouais, ouais. énorme. Comme quoi, ça peut être assez simple aussi. Oui. Bon, après, il faut pas être avec son chrono toutes les 30 minutes se bouger. Il faut quand même. On n'est pas là pour s'automatiser, mais donc les effets délétères, c'est ça. Après, toutes les maladies chroniques que l'on connaît, non virales, bien sûr. Bien que, avec le Covid, on voit que quelqu'un qui est en faible condition physique est plus à même de faire des formes graves. Mhm. Donc, l'amélioration de la condition physique, avoir une bonne condition physique permet de faire face même à des maladies virale ou bactérienne, c'est-à-dire on booste notre système immunitaire, donc ça c'est important. Oui, par les gens qui courent, c'est quelque chose de très important finalement. Et pourtant, on limite quand même les activités sportives aujourd'hui, tant chez les enfants que chez les adultes, suivant les différentes périodes que l'on connaît depuis un an, donc c'est un peu compliqué. En fait, oui, c'est tout à fait compréhensible parce que c'est un lieu de transmission, Ouais. mais en dehors de ça, on empêche que les gens gardent ou maintiennent une bonne qualité physique. Et c'est un point important. Après, les autres effets délétères, si on part du côté un peu organique, médical pur, c'est le côté psychologique, le côté social aussi. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'OMS. La santé, c'est pas uniquement qu'on n'ait pas d'organes qui soient souffrants, douloureux. Ça, c'est 1936, le riche. Mais c'est les définitions de 46 et 1948 de l'OMS, c'est la sphère en fait globale de l'individu, tant psychologique, mental que organique en fait. Hein, voilà. Donc on peut jouer sur ces différents aspects. Avec l'activité physique, ouais. C'est extraordinaire. C'est en fait, je dis ouais. toujours que on se balade avec notre propre pharmacie. On a tout en nous en fait. Quasiment, oui, parce que dès qu'on met un peu d'intensité, on va sécréter plein de choses, de dopamine, d'endorphine, très très vite hein, d'ailleurs. Ça dépend de l'intensité, d'où l'importance de proposer des séances qui ont une certaine intensité, parce que si on est trop bas, on va sécréter beaucoup moins, mais ça va être donc des hormones, des neuromédiateurs, mais le muscle quand il joue, il va sécréter lui-même des choses qui vont venir agir au niveau cérébral. Donc il y a plein de facteurs que l'on connaît, des facteurs de croissance. En fait, c'est absolument exceptionnel ce que l'on a. Il n'y a aucun médicament qui ne soit à ce niveau-là. Il en est très très loin. Donc on porte notre pharmacie, ça veut pas dire qu'il ne faut pas aller défendre notre pharmacie, on a besoin. Oui, mais si on a du diabète, si on a besoin d'un antidiabétique oral ou de l'insuline, bien sûr, ça ne compense pas, attention, il ne faut pas prendre à la lettre ce que je dis. Mais on peut faire, oui, on peut, voilà, je parle du corps médicament, où pour mieux l'expliquer, on porte notre propre pharmacie et pour aller chercher dans telle ou telle case en pharmacie, il faut un peu d'intensité. Mais ça dépend aussi des types d'hormones aussi. Ok. Ouais. C'est extraordinaire parce que vraiment, moi, je découvre finalement que le fait de bouger même un tout petit peu,
ça peut vraiment modifier pas mal de choses finalement dans le corps. Donc c'est ce que je comprends aussi dans votre discours. Il y a deux choses importantes, c'est que le fait de bouger juste un petit peu peut être déjà intéressant. Les études, dont une qui est apparue il y a 2 ans sur les maladies cardiovasculaires, où la conclusion, c'est des messages forts aussi. C'est pas la peine que vous fassiez des choses trop compliquées, même si sur le plan thérapeutique, il faut que, comme un médicament, une bonne posologie, etc. Mais déjà, le fait de bouger, et surtout à partir du moment où vous ne bougez pas, bien sûr, bougez juste un peu plus que ce que vous faites d'habitude, vous en tirez des bénéfices. Et cette étude, donc, qui est sortie en mars 2019, donc il y a 2 ans, oui, très récente, donc, du coup, très récente, montre, et c'est pas la seule, montre du moins sur ces maladies-là, que vous en tirez des bénéfices non négligeables. Donc déjà, bouger, alors j'ai toujours bouger c'est déjà bien. Bon, après, bouger mieux, c'est beaucoup mieux. Bouger mieux, c'est le côté thérapeutique. Donc là, il y a une bonne fréquence, une bonne intensité. Mais des fois, avant d'arriver à ça, pour quelqu'un qui bouge pas du tout, il faut quelques étapes. Et la première étape, en fait, la première marche, elle peut être très bénéfique. Alors le but, c'est pas qu'il reste sur la première étape, c'est la première marche, c'est qu'il aille un peu plus haut. Donc il faut l'aider à monter les marches pour que ce soit réellement thérapeutique. Voilà. Et ça, c'est les messages forts. C'est-à-dire déjà, faites quelque chose. Alors, justement, comment on accède à cette première marche, en fait? Parce que quand on n'a pas l'habitude de bouger, pour reprendre un terme qui vous est cher, comment est-ce qu'on peut accéder à cette première marche, justement, pour sortir de la sédentarité? Alors, travailler sur la sédentarité, ça, c'est pas le plus compliqué. Je disais tout à l'heure, se lever 5 minutes, 30 minutes, à peu près, on n'est pas à la minute près au chrono, il faut pas être toujours avec la montre. Après, mettre quelqu'un à bouger, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que soit son histoire a fait qu'il n'a jamais bougé, il a juste fait des cours d'éducation physique et sportive à l'école, ce qui c'est souvent le cas, et ça s'imite à ça pour beaucoup d'entre nous. Et après, ou alors quelqu'un qui a arrêté pour des raisons professionnelles, des raisons un peu médicales. Donc il y a des personnes, ça sera beaucoup plus simple que d'autres. Mais le fait de bouger, en fait, il ne faut pas que ce soit une injonction facile qu'on va dire à quelqu'un, vous n'avez qu'à bouger, allez faites du sport. Ouais. Faites du sport, ok, merci et au revoir. Comment je fais? Comment je fais? Et souvent, alors c'est souvent pour donner des messages forts. La difficulté aujourd'hui, c'est pas le temps d'avoir un vrai contenu de séance d'activité physique, même si c'est très important sur le plan thérapeutique. Je reviens à la sécrétion d'hormones tout à l'heure. Mais le premier enjeu aujourd'hui, c'est de motiver la personne à s'engager et puis de pérenniser l'activité. Parce que si on veut qu'elle soit thérapeutique, quand vous avez une hypertension artérielle... Ça ne se règle pas en 2 jours. Déjà, souvent, ça ne se règle pas. Si on règle, on baisse la tension artérielle, mais si on arrête le médicament, ça risque de venir. Et en général, une maladie chronique, par principe, elle est chronique, à vie. En général, ce n'est pas toujours le cas. Donc le médicament, s'il se veut être thérapeutique, il est à vie aussi. Donc il faut garder une activité. Et alors, déjà, motiver, engager une première fois, c'est une première étape, compliquée, complexe. Mais après, pérenniser, c'est encore plus complexe. Et nous, humains, on est sensibles à plein de choses, des facteurs externes, internes, motivationnels, des automatismes aussi. Rien n'est évident et je dirais chaque cas est unique en soi. Même si, de part, il n'y a pas beaucoup d'études motivationnelles à l'UFR-STAD, des facultés des sciences du sport à Montpellier, entre autres, travailler sur quels sont les facteurs motivationnels, sur quoi jouer pour engager quelqu'un, parce que de toute façon, vous avez beau avoir une super séance d'activité physique, mais si elle ne vient pas, de toute façon, ou si elle ne revient pas, ça ne servira à rien. Ouais. Donc, il faut engager quelqu'un, et c'est compliqué parce que nous, humains, mais c'est valable pour l'activité physique, ça va être valable si on veut diminuer ou lutter contre le tabac ou d'autres objets, en fait, d'autres sujets. Arrêter de fumer, c'est pareil, c'est des facteurs internes, externes, sociaux, etc., qui sont compliqués, parce que si on s'est mis à fumer, c'est des bonnes raisons probablement, des mauvaises, mais ce qui était des bonnes raisons à un moment donné pour l'individu. Voilà, donc c'est loin d'être évident, même si je pense qu'on peut engager quelqu'un, on peut faire l'activité physique assez simplement, il ne faut pas s'en faire une montagne. On peut améliorer sa condition physique, ses aptitudes physiques, qui sont des déterminants de santé, qui vont, elles, indirectement jouer sur notre santé, qui vont permettre, ce que vous disiez tout à l'heure, à la cascade biochimique, c'est-à-dire il y a le muscle qui se contracte, et puis le muscle en contractant, il va faire sécréter plein de facteurs de croissance, de neuromédiateurs qui vont jouer au niveau du cerveau, etc. C'est la cascade, c'est absolument exceptionnel.
Alors, au niveau de cascade, et bien sûr, est réglé par l'intensité, entre autres, la fréquence de l'activité physique. Mais on peut améliorer sa condition physique, avoir des effets sur la santé de manière assez simple. Il en est de même sur la sédentarité pour réduire ses comportements. Ça, c'est un message important à transmettre. Ok, donc déjà agir sur la sédentarité et puis aller petit à petit finalement dans l'activité physique en fait. Ouais, tout à fait. Et pourquoi pas se faire accompagner puisque on le sait aujourd'hui aussi que c'est les médecins peuvent prescrire aussi de l'activité physique en fonction des... Ouais, bon, après ça, ils pouvaient le faire depuis longtemps parce que le premier prescripteur, c'est Hippocrate. Moins 400 ans avant Jésus-Christ. Donc depuis moins de 400 ans avant Jésus-Christ, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas beaucoup avancé depuis l'ère d'Hippocrate. Mais quoi qu'il en soit, oui, tout le monde peut être de bons conseils. Des médecins comme le pharmacien, le diététicien, le kinésithérapeute, l'infirmier, il n'y a pas de problème. Ou d'autres membres de notre entourage. Ça, c'est pas un problème en termes de conseils. Après, être accompagné, c'est mieux parce que quand on a affaire à des intervenants, éducateurs sportifs, des enseignants d'activité physique adaptée, ils ont souvent cette fibre aussi de l'entretien motivationnel. Et l'entretien, d'ailleurs, dans tous les programmes que l'on a sur les maladies chroniques, des programmes à visée thérapeutique, le premier temps, c'est la rencontre, c'est l'entretien, fixer des objectifs. Déjà, pourquoi vous êtes là? Parce que les raisons de l'éducateur, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes de la personne qui est en face. Et dans un même groupe, il peut y avoir des objectifs très différents. Quelqu'un, c'est parce qu'il a des petits-enfants et il a envie de continuer à jouer avec eux au foot. Ou ça peut être, pour d'autres raisons, quelqu'un qui a envie, je sais pas, d'aller à la chasse et il n'est pas en bonne condition physique. Voilà, on peut tout imaginer. Donc il faut cette première rencontre et puis un entretien qui est vraiment dit motivationnel, où on arrive mais qui peut se renouveler dans le temps et qu'on va accompagner la personne pour la motiver. Alors, il y a plein d'études sur la motivation, avec le célèbre Prochaska et Dick Wimont de 1982, où on montre les différentes étapes de pré-motivation, de pré-contemplation. Il y a plein d'étapes, et parfois ça peut durer 1 an. Comme quoi, c'est long. Hein. Ah oui, d'accord. Ça peut être très long pour certaines personnes. Ça se fait pas du jour au lendemain. Si on pouvait claquer des doigts, ça serait génial. Malheureusement, c'est pas comme ça. Et pareil, pour quelqu'un pour arrêter de fumer, parfois ça ne marchera pas. Parfois, il faudra trouver d'autres méthodes, d'autres techniques. C'est très variable d'un individu à l'autre parce que on est soumis à plein de facteurs internes et puis externes puisqu'on vit dans une société et là ils sont à différents niveaux d'intensité. Donc au départ il faut voir bien le profil de la personne, comment elle est tense, elle est sédentaire, active et puis quels sont ses profils en regardant les différents facteurs qui vont intervenir sur sa motivation. Donc, pour montrer que c'est quand même complexe aussi. On peut améliorer sa santé très simplement, comme je disais tout à l'heure, mais jouer sur la motivation, ça peut être assez complexe. D'accord. Là, c'est dans un but, si on fait une démarche, dans un but thérapeutique, il vaut mieux peut-être là se faire du coup accompagner par des professionnels au niveau de l'activité physique en tout cas. Oui, évidemment, oui, bien sûr. D'accord. Alors, Dr Coste, j'aime bien poser cette question. En fait, est-ce que vous avez personnellement un petit truc ou une astuce que vous avez intégré à votre mode de vie pour vous maintenir en santé? Tout à l'heure, je parlais que nous sommes chacun différents. Moi, je suis bien né à ce niveau-là. C'est que je pense que je suis né pour bouger, du moins mon caractère. Bon, je suis hyperactif. Bon, même si ça aide à bouger. Alors, l'hyperactivité, elle se décline différemment. Il y a certaines hyperactifs qui sont toujours devant les écrans. Et puis, il y a des hyperactifs, et c'est mon cas. D'une part, quand j'étais jeune, les écrans, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait que la télé. Même si je regardais beaucoup. Je suis génération télé, je le revendique, et je regardais beaucoup la télé, mais je bougeais beaucoup même devant la télé. Donc, c'est pas un problème. Donc, là, les comportements sédentaires, c'est pas trop pour moi. Donc j'ai eu cette facilité-là, donc merci, même si je bouge moins qu'avant, moins l'envie de bouger, mais je suis encore très sportif et je pratique beaucoup. Donc après, la transmission de l'hyperactivité, ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. C'est un peu familial, génétique. Par contre, des astuces, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut pas se faire une montagne de tout ça. On peut en tirer des bénéfices assez vite. Et il ne faut pas imaginer ce qu'on voit à la télé ou des gens qui font courir le dimanche matin. On n'est pas obligé de faire comme eux et on peut en tirer réellement des bénéfices. Comportement sédentaire, je pense que vous l'avez bien compris, c'est que c'est se lever de temps en autre, c'est modifier les postures que l'on a au cours de la journée.
Une fois, je suis assis traditionnellement sur ma table, puis il y a des tables qui se montent, qui permettent de travailler debout. C'est pas trop français, on le voit plutôt dans les pays anglo-saxons. Mais au Danemark, par exemple, depuis quelques années, lorsqu'une entreprise renouvelle son mobilier, elle a obligation d'avoir des bureaux qui ont plusieurs étages quelque part, l'étage assis et l'étage debout. Et le but du jeu, c'est pas tout le temps d'être debout, d'ailleurs c'est pas bon, pas tout le temps d'être assis, c'est de varier les plaisirs. D'ailleurs, c'était passé, on peut le retrouver sur YouTube à France 3, c'était vers Nancy, dans l'est de la France, et c'était l'école primaire, où sur les 50 minutes du cours, parce que je pense qu'il dure à peu près 50 minutes, il y avait 3 temps, donc c'était 3 petits groupes dans la classe, et ils tournaient. Donc une fois, ils étaient assis traditionnellement, une fois, ils étaient même, je crois, assis par terre. Bon, ça n'empêche pas qu'ils travaillaient. Et puis une autre fois, ils avaient des vélos aménagés, un vélo sur lequel il y avait un plateau. Bon, pas repas, mais un plateau avec, alors pas d'ordinateur, moi j'espère, mais avec leur cahier, où ils travaillaient, un exercice qui leur avait été donné, et ils tournaient toutes les 15-20 minutes. Ben voilà, c'est l'image qu'on doit avoir pour nous, qu'on doit faire, c'est de... Moi, alors là, si vous voulez une astuce, je vais vous en donner. Alors voilà. Quand je suis dans mon bureau, alors après il faut le bureau avec un petit peu d'espace. J'ai une table ronde. Bon, si elle est pas ronde, elle est ovale, n'importe, elle est carrée. On s'en fout. Mais quand je suis au téléphone, alors maintenant on n'a plus de téléphone fixe quasiment, donc on n'est pas relié au téléphone. J'ai mon téléphone portable. Je me mets debout. C'est tout le temps comme ça, et je tourne autour de la table. Ah, ok. Simplement, vous levez, vous tournez autour de la table. Alors, n'importe quel sens, c'est pas grave, c'est pas gênant. Et alors, quand je suis chez moi, mais dès que je suis au téléphone, je suis toujours debout et je dois faire un nombre de pas incalculable. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un à côté, j'énerve la personne parce que je ne fais que bouger. Et ça, pour moi, c'est pas programmé, c'est mon hyperactivité. Mais essayez de le programmer pour vous. Hop, je me lève et voilà. En fait, il faut changer de posture au cours de la journée, tout bêtement. Oui. À chaque fois qu'on y pense, ou les premiers temps, peut-être se mettre une alarme toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, jusqu'à ce que ça devienne peut-être automatique. En tout cas, il faut tester. Oui, alors les astuces, elles sont plus sur le comportement sédentaire que sur l'activité physique, parce que c'est un peu plus simple. Mais par exemple, dans les entreprises, c'est fait certains endroits, vous imprimez une page, un document, il faut aller dans le bâtiment d'à côté, ou descendre les escaliers. Bon, on peut tout à fait faire ça. Moi, si je vais voir un collègue, plutôt lui envoyer un email, je me déplace pour lui dire voilà ce que je dois lui dire. Et on favorise le lien social en même temps. Une pierre deux coups. C'est bien en ce moment. Bon, en ce moment, on est peut-être surtout en télétravail, mais voilà. C'est des astuces toutes simples, plus valables pour le comportement sédentaire que pour l'activité physique. Bien que l'activité physique, sincèrement, on peut améliorer sa condition physique, dite aérobie, vraiment d'avoir une super endurance parce que c'est le déterminant majeur de la santé. Assez simplement, des fois avec des programmes, alors des programmes qui devraient être accompagnés, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça nécessite vraiment des compétences, un peu comme tu veux être performant, il faut un entraîneur, en fait c'est la même chose, il faut un entraîneur ou un coach, mais on peut faire ça avec des séances de 15 minutes, 2 fois par semaine, pas plus. Donc c'est pas la peine de faire des heures, bien au contraire, on peut faire avec un peu d'intensité, de manière confortable aussi, avec des périodes de repos, de récupération plutôt longues, qui fait que on joue sur la pénibilité de l'effort. C'est intense, mais la séance en soi, elle est plutôt pas trop pénible. Ouais, et ça, c'est important pour quelqu'un qui découvre une activité, qui risque d'être rassasié rapidement, avoir des douleurs, et dire je reviens plus. Donc, on peut proposer des séances très pertinentes qui améliorent notre condition physique, dite aérobie, assez facilement et peu fatigante aussi. Ce qui est extraordinaire. En fait. Mais c'est génial. Mais il paraît que le corps est extraordinaire. Il y a même une émission là-dessus. Donc, oui, notre corps a apparemment beaucoup de pouvoirs extraordinaires. C'est ça, oui, c'est des pouvoirs extraordinaires. Ouais. Ça sera sûrement, l'objet d'un autre podcast, peut-être avec vous sur un autre sujet. Voilà. Et bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils et votre présence. On a appris plein de choses aujourd'hui. Tant qu'à moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une autre thématique sur A Feel Good Podcast. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique santé dans A Feel Good.